Bonjour à tous, nous voici de retour pour une nouvelle session du bar de l'économie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Florence Sueur au micro. Et vous pouvez nous suivre bien sûr tout simplement en cliquant sur le player de notre web radio sur bardeléconomie.fr. Vous cliquez sur le player et là vous entendez le son. Et puis sinon, si vous préférez voir la vidéo, vous allez tout de suite sur Facebook, page bar de l'économie. C'est tout simple. Alors aujourd'hui, on va parler accompagnement d'entreprise. On va parler donc d'efficacité énergétique et de gestion immobilière locative grâce à mes invités du jour. Et j'accueille tout de suite Thomas Navarro. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes directeur associé de Orios, un cabinet de conseil spécialisé dans la restructuration, l'optimisation des processus et le financement des entreprises. Avec vous, on va évoquer bien sûr le plan de relance et la préparation notamment des TPE-PME. C'est quand même la majorité des entreprises en France. À vos côtés, Didier Crochetet, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes un expert en efficacité énergétique. Vous avez créé Energise SAS. Vous proposez un accompagnement dans la transition énergétique et écologique. On verra tout ça bien sûr ensemble. Et puis à nos côtés, notre start-up du jour, c'est Kevin Rubris. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes le fondateur de KRR Society qui commercialise Mon Agile, un assistant numérique à la gestion immobilière locative. Donc on saura comment ça marche dans quelques minutes. Et puis, mais avant bien sûr, on fait comme d'habitude nos infos du jour. Alors les infos du jour, eh bien, je vous l'avais promis hier, la réponse de l'Agence européenne des médicaments, eh bien, des caillots de sang, un effet secondaire rare du vaccin AstraZeneca, confirme l'Agence européenne des médicaments ou l'AEM si vous voulez, contre la Covid. L'agence établit un lien possible avec de très rares cas de caillots sanguins inhabituels avec des plaquettes sanguines basses, a-t-elle déclaré elle, dans un communiqué. Mais, dit-elle, la balance bénéfice risque reste positive. Le Royaume-Uni a eu 30 cas, je vous l'ai dit hier, et 7 décès sur un total de 18,1 millions de doses. Malgré tout, d'autres pays suspendent ce vaccin ou le réservent aux plus de 60 ans. Donc c'est au choix de chaque pays. Autre info du jour, eh bien, c'est le Sofagate, comme dit la presse, qui confirme Erdogan dans son caractère ultra-islamiste et montre la faiblesse de la diplomatie européenne. Eh bien, de quoi s'agit-il? Le président turc Erdogan inflige un affront à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en la plaçant en retrait sur un divan lors de la réunion des présidents des institutions de l'Union européenne, alors que le président du Conseil européen, Charles Michel, était assis à côté du président turc et ils se sont calés tous les deux dans les fauteuils préparés pour la réunion. Et je répète, donc, Ursula von der Leyen a été relayée sur un canapé un petit peu plus loin. La présidente a donc décidé de passer outre et de ne pas donner la priorité à cette substance, dit-elle, mais cela n'implique pas qu'elle n'accorde pas d'importance à l'incident, a expliqué son porte-parole hier. La rebuffade intervient à un moment diplomatique délicat alors que l'Union européenne et la Turquie cherchent à renouer leurs relations après une année de tension, d'autant que la Turquie a quitté la Convention d'Istanbul sur la prévention de la violence contre les femmes et les enfants. À l'issue de la rencontre, Madame von der Leyen n'a pas mâché ses mots. Les questions relatives aux droits de l'homme ne sont pas négociables, a-t-elle dit. Elles seront prises en compte dans l'analyse générale qui sera soumise aux dirigeants européens lors de leur sommet en juin. Cependant, la balance, eh bien, c'est le fait que la Turquie retient 3 millions de réfugiés contre de l'argent européen. Thomas Navarro, vous voulez commenter? Oui, non, c'est juste un petit commentaire, mais c'est l'image symbolique, je pense, pour l'Union européenne est quand même pas très sympa, pas très jolie, hein, à la fois pour l'image de la femme, mais aussi à l'image de la faiblesse, je pense, de la diplomatie européenne. Donc ça devrait nous poser rapidement question sur les prochains mois, je pense, alors qu'on donne de l'argent pour limiter l'impact de l'immigration en Europe. On s'assoit aussi sur les principes de la gestion des femmes, ou en tout cas du positionnement des femmes, même quand elles ont des fonctions aussi importantes que celle de Madame von der Leyen, donc c'est un peu étonnant. Merci beaucoup Thomas Navarro. Je rappelle que vous êtes co-dirigeant du cabinet Orios. Autre information du jour, depuis 2018, des pirates informatiques ciblent les professionnels, ça on le savait tous avec des logiciels malveillants, mais cette fois c'est via les offres d'emploi LinkedIn. En fait, ce virus, ce programme, si vous voulez, baptisé More Eggs, eh bien a été, mis à jour. Il se cache dans un fichier
fichier zip portant le même nom que le post de l'annonce avec l'ajout d'un mot, et c'est le mot position, et c'est ça dont je voulais vous alerter ce matin. Une fois installé, il est capable de voler les données personnelles à distance. Par exemple, si le métier du membre LinkedIn est, je dis n'importe quoi, chargé de clientèle, eh bien le fichier zip malveillant sera intitulé chargé de clientèle position. Donc ce mot position est rajouté à la fin. Donc en ouvrant la fausse offre d'emploi, la victime se lance sans le vouloir vers l'installation discrète de ce malware. Une fois installé, le fichier corrompu présente le document pour postuler à l'annonce comme un leurre. Le malware peut alors interrompre des processus Windows ou servir de canal pour installer des trojans, des ransomware ou encore subtiliser des infos confidentielles. Bref, donc si vous voyez une annonce sur LinkedIn et qu'il y a le mot dans la réponse que vous recevez, le mot position, s'il vous plaît, ne chargez pas. Ce fameux mail, c'est une fausse annonce. Thomas Navarro, vous aussi, là, vous voulez commenter ? Ah oui, non, quand on avait échangé sur ça, je trouve que c'est un enjeu assez crucial, la cybersécurité chez les entreprises. Nous, on le voit au niveau des TPE-PME, parce qu'on travaille en collaboration avec des cabinets qui travaillent sur la cybersécurité. Et le risque, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et qui est souvent pas appréhendé par les dirigeants de TPE-PME. Donc, je pense que c'est un enjeu dans les prochaines années, voire les prochains mois, qui va être vraiment crucial au vu des attaques qui se multiplient. Et vous trouvez que les TPE-PME ne s'arment pas suffisamment, pas toutes. Il y en a qui le prennent qu'au dernier moment, qui se rendent compte de ce qui s'est passé. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, je pense. Merci Thomas Navarro. Kevin Rubris. Effectivement, c'est vrai que c'est un gros enjeu, en fait, la cybersécurité, sauf que c'est pour le moment pas assez démocratisé. Le problème, c'est que ça reste quand même un coût important pour l'ensemble des entreprises, que ce soit des TPE ou des grands groupes. Donc c'est vraiment compliqué aujourd'hui pour tout particulier comme professionnel de trouver un moyen de se prémunir de ces dangers-là. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème. Vous qui êtes dans le numérique, vous avez pris un logiciel à titre personnel de protection ? Aujourd'hui, nous sommes obligés de faire le nécessaire. C'est jamais suffisant puisque les cyberattaques sont constamment en évolution. Nous devons toujours réagir à ces attaques, et ça c'est toujours très compliqué. Mais effectivement, on est obligé de se protéger. Merci Kevin Rubris. Je rappelle que vous dirigez Mon Agile. Autre information du jour, selon l'INSEE, les industriels en France prévoient un rebond relativement faible de l'investissement en 2021 après une forte chute en 2020. Les chefs d'entreprise de l'industrie manufacturière estiment qu'ils auront réduit leurs investissements de 14% en valeur par rapport à 2019. Et pour 2021, ils prévoient un rebond de 4% seulement en valeur de leurs investissements. Mais le climat des affaires dans l'industrie est en hausse de la production, redressement des carnets de commandes, aussi bien sur le marché intérieur qu'à l'export, et hausse des perspectives personnelles de production. L'amélioration des carnets de commandes s'améliore dans tous les grands secteurs de l'industrie, mais elle est surtout marquée en février par l'agroalimentaire. Les industriels sont plus pessimistes sur leurs perspectives générales pour l'industrie française, signe que la détérioration de la situation sanitaire les inquiète. L'envol des perspectives sur les prix est à mettre aussi en lien direct avec la forte hausse des coûts des matières premières, je vous en parlais hier. L'inflation des coûts du transport maritime, en plus, depuis l'Asie, peut aussi jouer au niveau des approvisionnements en biens intermédiaires. Kevin Rubris, vous voulez commenter ? Oui, je trouvais cette information assez importante dans le sens où il y a une incertitude liée à la crise, à l'année 2020, au manque de visibilité en fait que les entreprises sont confrontées, et effectivement c'est assez symptomatique de ce qui attend un peu tous les entrepreneurs comme nous aujourd'hui, de marcher un peu à l'aveugle et d'essayer de s'adapter constamment à la conjoncture. C'est-à-dire tant pis, on y va, même si on a une baisse de chiffre d'affaires, on se maintient. C'est ça, on est obligé de s'adapter constamment, on réagit, et c'est un peu la force aussi des nouvelles entreprises. On a cette capacité d'être assez agile. C'est pas pour le jeu de mots. On est résilient, c'est ça que vous voulez dire ? Ouais, c'est ça. En tout cas, on essaie de l'être et on se donne le maximum. On en reparlera tous les deux lors de votre interview, si vous voulez bien. Kevin Rubris, merci pour votre commentaire. Autre information du jour, c'est sur les bourses européennes. Vous avez peut-être remarqué qu'elles ont toutes terminé en hausse mardi après une interruption de 4 jours pour les fêtes de Pâques. Les perspectives de reprise de l'économie ayant ravivé l'appétit des investisseurs pour le risque. À Paris, le CAC 40 a pris 0,47% et il est monté à 6131 points, un plus haut depuis juillet 2007. Et pareil pour le FTSE britannique qui a gagné 1,28% ou le DAX allemand 0,28%.
0,7%. L'indice Eurostock, lui, 50 a avancé de 0,62%. Bref, je ne vais pas vous donner tous les chiffres, ça devrait être fastidieux, mais en tout cas, l'Europe, où la plupart des marchés étaient fermés lundi, a profité à son tour de la publication aux États-Unis d'un rapport sur l'emploi supérieur aux attentes et celle d'un indice ICM de services à un plus haut record qui indique que la première économie du monde rebondit grâce aux mesures de relance et à la vaccination, donc aux États-Unis. Autre bonne nouvelle sur le plan économique, le Fonds monétaire international a une nouvelle fois relevé ses prévisions de croissance mondiale et table désormais sur un rebond de 6% cette année. Autre information du jour, eh bien, c'est une nouvelle idée, c'est celle d'un taux d'imposition minimum pour les sociétés à l'échelle mondiale. Ce sera l'un des sujets de la rencontre virtuelle du G20. Cette rencontre s'est passée hier. Elle a été mise sur la table par le Trésor américain, soutenue par le FMI et saluée par des pays comme la France, l'Allemagne. Et cette réforme vise en fait à mettre fin à la concurrence fiscale entre les pays. Alors l'idée est récemment adoptée par la ministre américaine des Finances, Janet Yellen. Alors que l'administration de Biden cherche à relever les impôts sur les sociétés de 21 à 28% et de passer de 10 à 21% le taux plancher d'imposition des bénéfices des entreprises américaines pour financer bien sûr leur plan massif de relance et d'infrastructure, des impôts fortement abaissés par Donald Trump. Alors la réforme de cette fiscalité internationale porte sur deux aspects. L'instauration d'un taux minimal mondial, c'est la réflexion bien sûr, ça n'est pas encore confirmé. Et puis l'autre, ce serait un système visant à moduler l'impôt des sociétés en fonction des bénéfices réalisés dans chaque pays, indépendamment de leur établissement fiscal. Le montant de ce taux minimal pourrait varier de 12,5% à 21%. Cette harmonisation fiscale vise à résoudre le problème des géants du numérique qui pratiquent l'optimisation fiscale en établissant leur siège là où le taux d'imposition est le plus faible. Thomas Navarro, qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'imposition mondiale à un taux commun? C'est possible? Oui, je pense que c'est un vieux serpent de mer depuis des années. Hein. C'est quand même le rêve des fédéralistes européens, par exemple, qui voulaient le faire au niveau de l'Union européenne depuis le début. Ça pose des grosses questions. On va voir ce que l'OMC et certains pays vont dire, parce que le dumping fiscal, c'est quand même depuis les années Reagan quelque chose qui revient sans cesse. Moi, je serais très content. Après, je pense que c'est un vœu pieux pour l'instant, donc j'attends ça avec impatience. En tout cas, ça permettrait peut-être d'harmoniser et d'éviter pas mal de destruction d'emplois. Ça posera toujours après la question de savoir quel pays est le plus efficient sur certaines activités et d'autres non. Donc ça pose d'autres questions, ça fait rebondir sur d'autres choses. Je pense qu'il n'y a pas que cette solution-là, mais en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous pensez que c'est encore une idée serpent de mer qui va durer? Je sais pas, voilà, hein, il y a toujours des politiques derrière, donc on sait tous qu'il y a des fins de mandat après, donc ça dépend toujours de ce qui va ressortir après du bon vouloir des électeurs. Donc j'espère que ce sera quelque chose qui continuera. On va voir avec la nouvelle présidente directrice générale de l'OMC. Peut-être que ça va être quelque chose d'intéressant pour le début de son mandat. Exactement, on verra un petit peu plus tard les avancées du G20 justement. Merci Thomas Navarro. Alors, autre sujet un petit peu économique, évidemment un petit peu long. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la croissance mondiale parce que c'est important. En fait, la croissance mondiale, elle est à 3 vitesses. Elle est dopée par les États-Unis et relancée par la vaccination aux États-Unis, alors que la récession de 2020 avait été très forte aux États-Unis. L'économie dans le monde se remet désormais plus vite que prévu de la pandémie, stimulée par la robuste croissance américaine et relancée par la vaccination, a annoncé le FMI qui s'inquiète d'une reprise à plusieurs vitesses. Malgré la grande incertitude sur l'évolution de la pandémie, on discerne de plus en plus la sortie de cette crise sanitaire et économique, a estimé Gita Jopina, l'économiste en chef du Fonds monétaire international. L'Institut de Washington a publié ses dernières prévisions mondiales à l'occasion de ces réunions de printemps et table sur une croissance du produit intérieur brut mondial de 6% cette année, plus 0,5 points par rapport à sa projection de janvier et de 4,4% pour l'an prochain. Preuve de la reprise, le volume des échanges des biens et des services dans le monde qui va rebondir de 8,4% cette année. Pour les États-Unis qui ont récemment adopté ce plan d'aide, je vous en avais parlé, de 1 900 milliards de dollars, eh bien les projections
projections de croissance s'établissent à 6,4% pour 2021. Donc la première économie du monde, c'est toujours les États-Unis et elle reprend de la vigueur grâce à une campagne de vaccination accélérée. Je vous en ai parlé aussi. On est déjà à plus de 3 millions de doses injectées par jour, ce qui a permis d'assouplir les restrictions dans les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme. Les États-Unis sont même la seule grande économie dont le PIB 2022 va dépasser la prévision qui avait été faite par le FMI. La croissance américaine pourrait s'avérer encore plus forte si l'administration Biden parvenait à faire voter au Congrès ce fameux nouveau plan d'investissement de plus de 2000 milliards dans les infrastructures. Par contre, au sein même des pays avancés, l'écart se creuse avec les pays de la zone euro à la traîne. Évidemment, on n'a pas de vaccin, donc on est toujours en période de confinement. La croissance devrait atteindre seulement 4,4% cette année, un rythme insuffisant, dit le FMI, pour effacer la contraction de 6,6% enregistrée l'an passé. Et on est donc ce qu'on appelle le vieux continent. La campagne de vaccination a pris du retard. La France, dont la croissance devait atteindre 5,8% après une baisse du PIB de 8,2% l'année dernière, a même dû se résoudre évidemment à se reconfiner. Dixit le FMI, bien sûr. Ailleurs dans le monde, la Chine et l'Inde vont enregistrer des bonds de leur PIB supérieurs à la moyenne mondiale, plus 8,4% pour la Chine et plus 12,5% pour l'Inde. Et la zone Amérique, par contre, Amérique latine et les Caraïbes, elle, va s'accroître seulement de 4,6% après un plongeon de 7% en 2020. Dans les pays émergents et les pays à bas revenus, eh bien, ils devraient souffrir encore longtemps en raison de leurs ressources budgétaires limitées et d'une vaccination poussive. Le FMI reconnaît un grand degré d'incertitude qui entoure ces projections mondiales. Donc on verra au fil de l'eau comment ça va se passer. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Thomas Navarro, vous voulez commenter ? Ouais, c'est hélas toujours la même chose et la même rengaine. On a certains pays qui vont plus vite, plus loin. Bon, c'est tant mieux pour les États-Unis, c'est tant mieux pour la Chine qui, je pense, est repartie déjà depuis la fin du premier confinement, mais c'est surtout, je pense, problématique pour l'Union européenne, puisqu'on a vraiment je pense, des pays qui repartent d'un coup, nous qui sommes en stop and go, et ça pose réellement des grosses questions sur notre capacité, nous, de rebond. Vous en parliez tout à l'heure au niveau industriel. Je pense qu'il va falloir vraiment que la rentrée se passe dans les meilleurs auspices pour qu'on arrive à reprendre le niveau qu'on avait et le rang, ou en tout cas français, que la France avait au niveau européen. Donc advienne que pourra. Bon, on verra bien. Merci beaucoup Thomas Navarro. Les infos se terminent. On va tout de suite faire une pause musicale et puis on revient dans quelques minutes pour notre première interview du jour. Ce sont les conseils du cabinet Orsis représentés par Thomas Navarro.